Il est clair que nous ne pouvons pas distinguer le fou du non-fou dans les hôpitaux psychiatriques. L'hôpital lui-même impose un environnement spécial dans lequel les significations des comportements peuvent être comprises de travers. Les conséquences pour les patients hospitalisés dans un tel environnement, impuissance, dépersonnalisation, ségrégation, mortification et étiquetage diagnostique semblent indubitablement contre-thérapeutiques. Hey, salut l'asperge, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui j'avais envie de vous parler d'une histoire qui aura bousculé le monde de la psychologie, mais surtout celui de la psychiatrie. Vous êtes prêts? Alors installez-vous bien, je vous emmène à la découverte de l'expérience dite du faux patient. David Rosenhan est à cette époque professeur en psychologie à l'école de droit de Stanford University, à Palo Alto, en Californie. Il se pose alors une question simple. Si la santé mentale et l'aliénation mentale existent, comment les reconnaître? Il met en place en 1973 une expérience qui, par la suite, aura une grande influence sur l'évolution de la psychiatrie. Il constitue un groupe de 8 personnes, toutes saines d'esprit, aux profils divers et variés, dans lequel nous pouvons trouver un étudiant en psychologie, 3 psychologues, dont lui-même, un pédiatre, un psychiatre, un peintre et une femme au foyer. Leur but est de se faire hospitaliser en psychiatrie dans différents hôpitaux à travers les États-Unis. Pour chacun d'entre eux, le protocole est le même. Ils prenaient rendez-vous et se présentaient au bureau des admissions en se plaignant d'entendre des voix, à travers lesquelles revenaient souvent les mots creux, vides et bruits sourds. Ils présentaient un faux état civil et racontaient leur histoire, banale et sans éléments pathologiques sérieux, hormis les voix actuelles. Une fois internés dans le service psychiatrique, les faux patients avaient pour instruction de cesser immédiatement de simuler quoi que ce soit et devaient affirmer ne plus entendre ces voix. Ils devaient se montrer parfaitement normaux et obéissants aux instructions du personnel soignant. Et pourtant, malgré cette démonstration de bonne santé mentale, les faux patients n'ont jamais été démasqués. Ils ont tous été admis avec un diagnostic de schizophrénie, à l'exception de l'un d'entre eux, qui a été identifié être atteint de troubles maniaco-dépressifs. Bien que normaux et ne présentant plus aucun signe d'hallucination, leur diagnostic n'a jamais été une seule fois remis en question. Même à leur sortie, ils se sont vus attribuer le statut de schizophrénie en rémission. Le temps de ces hospitalisations a été variable, de 7 à 52 jours, avec une moyenne de 19 jours. C'est plutôt fascinant jusqu'ici, n'est-ce pas? Ça tombe bien, parce que l'histoire ne s'arrête pas là. À la suite des premiers résultats de cette enquête, l'équipe médicale d'un hôpital universitaire affirme que les choses ne se seraient jamais passées comme ça chez eux, doutant fort de pouvoir se tromper ainsi de diagnostic. David Rosenhan leur propose donc de réitérer l'expérience en leur envoyant des faux patients sur une durée de 3 mois. Chaque intervenant du service avait pour mission de cocher sur une échelle de 1 à 10 la probabilité pour que chaque patient admis soit un faux patient. Sur 193 patients admis durant cette période, 51 ont été considérés comme suspects par au moins un membre du personnel médical. 33 ont été considérés comme suspects par au moins un psychiatre et 19 ont été considérés comme suspects par au moins un psychiatre et au moins un autre membre du personnel de l'hôpital. Alors qu'en réalité, Rosenhan n'avait tout simplement jamais envoyé le moindre faux patient. À travers cette expérience, Rosenhan souligne un biais appelé erreur de type 2, où les médecins ont plus tendance à diagnostiquer une maladie chez une personne en bonne santé, plutôt que de risquer de ne pas détecter une maladie chez un individu réellement malade. Il est évident que les médecins ne sont pas censés suspecter les patients de leur mentir. Ils s'interrogent aussi sur les dangers et les conséquences néfastes de la stigmatisation associée à des étiquettes de maladie mentale. En exploitant toutes les notes que chacun des faux patients avait rédigées pendant son hospitalisation, il a pu observer que les médecins avaient plutôt tendance à interpréter le comportement des faux patients de sorte à ce que celui-ci se conforme au diagnostic préalablement établi. C'est ainsi que l'un des faux patients raconta son histoire. Une histoire tout ce qu'il y a de plus banale, dans laquelle vous pourriez peut-être vous-même vous identifier. Il avait eu une relation très proche avec sa mère pendant son enfance, plus distante avec son père. À l'adolescence, et plus tard, ses relations avec son père étaient devenues très chaleureuses, tandis que les relations avec sa mère s'étaient un peu altérées. Il était très proche de son épouse, et sa relation avec elle était excellente. À part de très rares échanges un peu vifs, les frictions dans le couple étaient moindres. Ses propres enfants ont très rarement reçu de châtiment corporel. Cela a été ainsi traduit dans le rapport médical. Cet homme blanc de 39 ans manifeste une longue histoire de très grande ambivalence dans ses relations avec ses proches, qui a commencé dès la petite enfance. Une relation chaleureuse avec sa mère s'est refroidie à l'adolescence. Une relation distante avec son père est devenue au contraire très intense. On note une grande instabilité affective. Ses tentatives pour contrôler ses émotions avec sa femme et ses enfants sont ponctuées de colère explosive et, dans le cas des enfants, de fessées. Et bien qu'il dise avoir de nombreux amis, on note là aussi une ambivalence considérable. On peut donc constater que le diagnostic initial de schizophrénie a bel et bien altéré la narration du patient pour s'aligner davantage avec les idées préconçues sur la schizophrénie qui étaient dominantes à cette époque. Les termes spécifiques utilisés comme ambivalence ou instabilité affective ont été influencés par ce premier diagnostic établi dès l'admission du patient dans l'établissement des soins psychiatriques. De la même manière, les soignants n'ont jamais interrogé les patients sur le fait qu'ils prenaient beaucoup de notes au vu et au su de tout le monde. Quelques malades leur ont bien posé des questions et en ont déduit qu'ils étaient là pour enquêter, qu'ils n'avaient pas leur place en hôpital psychiatrique. Mais par contre, les mêmes soignants dans leur rapport ont souvent
souvent décrit la prise de notes des faux patients comme une manifestation comportementale pathologique de leur affection. Il sera également pointé du doigt les dysfonctionnements des hôpitaux, à commencer par le peu de temps passé par le personnel avec les patients, de 3% dans le pire des cas, à 52% au mieux avec une moyenne de 11,3% de temps de travail. Et les psychiatres sont bien sûr ceux que les patients voyaient le moins souvent, et très peu de temps pendant leur séjour. Les faux patients auront eu une moyenne inférieure à 7 minutes d'entretien quotidien avec les médecins, psychiatres, internes et psychologues, toutes catégories confondues. Avant de mettre fin à cette vidéo, je tenais à vous rappeler que cette expérience a été réalisée aux États-Unis, au début des années 70, il y a donc un peu plus d'une cinquantaine d'années. Je pense que depuis, les méthodes utilisées en psychiatrie ont largement eu le temps d'évoluer et d'être améliorées. Je pense également que le domaine dispose de bien plus d'outils pour établir un diagnostic, et que les suivis psychologiques sont bien plus adaptés de nos jours, avant d'avoir recours à l'extrême, tel que l'enfermement. En tout cas, j'espère que ce nouveau format vous aura plu. De mon côté, ça aura été un réel plaisir de vous raconter cette histoire. N'hésitez pas à me faire un retour dans l'espace commentaire. Et surtout, si l'envie vous vient de me soutenir dans mon travail, pensez à liker et à partager la vidéo. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Et n'oubliez pas, dormez!